Gramu. Nous, à Lausanne, on s'appelle l'Appel. On est une association d'étudiants qui existe depuis le mois de novembre 2013. On a envie de faire partager la permaculture au maximum de gens possible. Toutes les conférences qu'on organise sont ouvertes à tout public, en dehors, y compris en dehors de l'Uni. Et à côté de ça, on a un jardin qui commence à être construit depuis 3 semaines maintenant. Et du reste, demain, on fait un atelier au jardin. Donc tout le monde est le bienvenu dès 9h45 à l'arrêt de la Sorge sur le M1. On viendra vous chercher, puis on vous amènera au jardin, on pourra travailler tous ensemble. Je passe maintenant la parole à Oscar, qui va vous présenter le Gramu. Bonjour à tous, alors Oscar du Gramu, qui est un groupe, ça fait 2 ans que ça existe, et ça existe officiellement depuis hier. Et, on a différents projets à l'université de Neuchâtel, je vais faire vite aussi, puisque tu as fait vite. Donc c'est l'installation de ruches, l'installation d'une haie vive qui est déjà là. Maintenant, on a déposé il y a 2 jours notre projet à l'architecte cantonal pour installer un jardin à l'université. Ouais, on doit passer par l'architecte cantonal, c'est un peu bizarre. Et la revitalisation de ce qu'on appelle le jardin alpin, mais qui est l'ancien jardin botanique, qui s'est déplacé, qui est laissé à l'abandon à 30 mètres de l'Uni. On a envie de replanter une forêt. Et on veut fédérer tous ces projets par un gros sentier pédagogique qui impliquerait pas mal d'instituts de l'université de Neuchâtel. Voilà. Et puis, je vais faire aussi un peu de pub. On collabore pour l'organisation de ces conférences. On a la prochaine conférence mercredi 16 avril, donc le mercredi qui vient, où on vous accueillera à l'université de Neuchâtel. Ça commence à 18h30. Et une dernière info, j'ai discuté avec pas mal de gens qu'on voulait installer le jardin pendant les vacances d'avril, ce qui ne sera pas possible vu la lenteur de certaines procédures administratives auxquelles on fait face. Mais on a laissé juste là une feuille, c'est marqué Gramu mailing list, vous pouvez laisser nom, prénom, email. On vous tient au courant à travers notre newsletter. On envoie la première ce soir maintenant que l'AG a été créée, l'association a été créée. Et on redira pour les dates d'implémentation du jardin quand on a le feu vert. Voilà, bonne conférence. Alors voilà, donc c'est vrai, j'ai pas présenté très longuement l'appel, mais c'est aussi pour éventuellement après la conférence, on pourra passer un petit moment autour d'un verre si vous voulez discuter. C'est toujours plus agréable de faire connaissance de cette façon-là. Du coup, alors j'ai le plaisir de présenter le conférencier Alexandre Jousset. Je suis particulièrement enthousiaste pour cette conférence, parce qu'on a eu l'idée de cette collaboration le 25 décembre dernier au Lapin Vert entre minuit et 1h du matin autour d'une grosse bière. Du coup, c'est particulièrement plaisant que ça se concrétise. Il a obtenu son master en biologie en 2004. Il a continué dans le domaine de la recherche académique sur les thèmes de l'écologie et de l'évolution de la vie bactérienne présente dans les sols. Il a participé et mené des recherches en Allemagne, en Argentine, en Chine. Et actuellement, il est professeur assistant à l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, à l'Institut d'écologie et de biodiversité. Il s'est spécialisé dans l'analyse des interactions entre les micro-organismes et leur capacité à combattre les pathologies qui affectent les plantes. Voilà, il va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Voilà, bonne Très conférence. bien. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être là. J'ai entendu beaucoup parler de toutes les activités que vous êtes en train de monter. Là, je viens d'avoir une nouvelle description de nouvelles activités. Ça a l'air d'être vraiment très, très dynamique. Ça fait plaisir à voir. Alors moi, je vais vous apporter une dimension un peu complémentaire par rapport à ça, qui va être ma dimension un peu plus on va dire académique, un peu plus illustrant un peu le type de recherche que je fais dans ce domaine, un peu la problématique générale. Et je vais vous parler des micro-organismes du sol. Et vous allez voir que c'est un sujet que peu de gens finalement prennent en compte. Mais après cette conférence, vous allez adorer et vous allez tous vouloir rajouter plein de bactéries dans vos sols. Et vous allez voir pourquoi. Alors, cette présentation va se baser sur 3 choses. D'abord, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Parce que, voilà. Bon, voilà. Donc ça va être une des premières parties, donc les plantes, ici, qui sont en train de grandir dans un petit pot. Mais
Ces plantes, c'est ce qui nous intéresse finalement. On va avoir des plantes qui grandissent bien, une bonne productivité, tout en ayant quelque chose de respectueux de l'environnement. Un deuxième aspect, ça va être ces bactéries. Ici, donc ça, c'est une façon assez classique de voir des bactéries. C'est des bactéries qui ont grandi sur une sorte de gel qui permet de les voir individuellement. Et le troisième aspect, et là, c'est là qu'on voit cette autre plaque avec ici un champignon au milieu. Donc c'est une moisissure. Une moisissure qui est un pathogène qui peut tuer les plantes. Et je vais vous montrer comment, en utilisant les bactéries, on peut empêcher ces pathogènes d'attaquer les plantes. Voilà, donc pour commencer, pour un peu le contexte global, l'idée d'avoir une agriculture propre, d'avoir des légumes pas pollués, d'avoir un environnement respecté, est un problème qui vous concerne tous. Vous travaillez tous activement en relation avec ça. Mais c'est aussi un des majeurs défis de l'humanité. L'institution de l'ONU, la FAO par exemple, qui a placé ce fait d'avoir un approvisionnement en nourriture comme un des majeurs défis auquel l'humanité va faire face dans les prochaines décennies. Et on a en fait un accroissement actuellement de la population humaine qui a grandi de façon exponentielle par rapport durant les dernières années. Donc en passant d'une population d'à peu près 1 milliard d'habitants au début du 19e siècle à maintenant 7 milliards, peut-être bientôt 10 milliards, c'est des gens qui doivent manger, c'est des gens qui doivent vraiment... Il faut produire cette nourriture pour nourrir cette humanité. Et en plus, les gens commencent à consommer de plus en plus de viande, ce qui est un autre débat en soi, mais ce qui fait que la nécessité de production agricole est vraiment en train d'augmenter. Donc, quelles sont les possibilités pour gérer ça? Mais on fait un peu n'importe quoi. Voilà, donc les possibilités classiques. Donc, premièrement, pour essayer de produire plus de nourriture, une possibilité va être de générer des nouveaux terrains agricoles, comme ça, par exemple. Ça marche. On obtient plus de production agricole, mais il y a des effets un peu secondaires sur la biodiversité, sur le climat global, de raser la forêt vierge ou d'autres forêts, qui peut générer une certaine mauvaise humeur dans la population. Et il y a des gens qui ne sont pas contents, à peu près tout le monde, à part les compagnies qui plantent leur huile de palme. Bon, mais du coup, c'est embêtant parce que, on a plus de gens à nourrir, on peut pas vraiment tous les terrains qui sont utilisables pour l'agriculture sont déjà pris. Donc, si on veut, si on considère qu'on ne veut pas détruire plus d'environnement, plus d'écosystèmes, il faut trouver une autre solution. Et là, il y a un autre aspect qui s'est fait, qui a été d'essayer d'améliorer les plantes, d'essayer de changer les pratiques agricoles pour augmenter les rendements. Et ça, c'est quelque chose qui a permis d'augmenter les rendements de façon phénoménale et qui n'est pas un problème récent. C'est quelque chose qui fait les débats politiques depuis très longtemps. Et là, par exemple, depuis les années 70, les rendements en blé au niveau mondial ont été multipliés par 2, par 3 même, suivant les régions. Donc, ce qui veut dire qu'avec un hectare de terrain qu'on prend, maintenant, on arrive à produire beaucoup plus de céréales, de légumes, de ce que vous voulez, avec le même terrain. Donc, ce qui a l'avantage, il y a besoin d'utiliser moins de terrain pour l'agriculture. On peut soit utiliser moins de terrain, soit nourrir plus de monde. Ça, c'est l'aspect positif de l'aspect du développement agronomique ces dernières décennies. Alors, ça nous a permis vraiment d'augmenter de façon spectaculaire les rendements, mais il y a des coûts. Il y a des coûts, et notamment, on commence vraiment, c'est quelque chose qui entre beaucoup dans le débat public maintenant, c'est que ces coûts, déjà l'agriculture actuelle, l'agriculture intensive, donne des très bons rendements, mais repose sur l'utilisation massive d'engrais, l'utilisation de pesticides. Les pesticides qui existent sont en général assez peu spécifiques et vont créer beaucoup de dégâts. Par exemple, là, il y a un exemple justement de mort des abeilles suite aux pesticides et de mort de plein d'autres choses. Ces pesticides sont toxiques, ils vont contaminer les nappes phréatiques. D'un autre côté, il y a une énorme dépendance aux engrais. Si on utilise le labourage, par exemple, est quelque chose qui est extrêmement nocif pour les sols et qui crée que la matière organique du sol va se perdre. Donc, en gros, le sol va se digérer lui-même et il va digérer son humus. Et ce qui a le problème, que déjà, ça libère énormément de gaz carbonique. Ça va aussi, comme la matière organique est responsable pour la fertilité du sol, ça crée des gros problèmes de désertification.
Et là, je le vois beaucoup en Argentine, où ils ont lancé des systèmes d'agriculture extrêmement intensifs et pas toujours très réfléchis, et où ils ont converti certaines des terres les plus fertiles du monde en quelque chose qui n'est pas très loin d'un désert, hein, en enlevant toute la matière organique. Et donc ça, c'est quand même des problèmes avec l'agriculture classique, donc ce n'est pas du tout une agriculture durable, hein, selon les critères actuels. En plus, il y a un autre problème qui est la dépendance aux engrais et aux pesticides. Donc là, il y a plusieurs aspects qui sont... D'une part, ces engrais souvent sont directement ou indirectement non renouvelables. Par exemple, quand on ajoute du phosphore, un élément qui est un minéral qui est très important pour la croissance des plantes, pour nous-mêmes, on en a dans les eaux, c'est un élément très important. Eh bien, ce phosphore vient en général il y a quelques gisements de phosphate, dont la plupart sont au Maroc, et ces gisements, un jour, ils vont être épuisés. Et là, on pense que d'ici 20-30 ans, voilà, les gisements actuels seront épuisés, donc il n'y aura même plus cette possibilité d'enrichir les sols en engrais ne va plus exister. Au niveau de l'azote, donc un autre élément très important qui fait partie des protéines, l'azote, on arrive à le fixer, à transformer l'azote de l'air en un azote qui est utilisable par les plantes. Et ça, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Donc pour l'instant, ça nous rend dépendants d'énergie fossile, de pétrole ou de charbon typiquement. Et le jour où ces énergies seront soit épuisées, soit trop chères pour ce type d'application, on va se retrouver dans la même situation qu'il y a 500 ans, à être en manque de nutriments et à ne plus pouvoir faire grandir les plantes. En plus, de par l'utilisation actuelle d'engrais, c'est une utilisation qui est tellement irréfléchie, qui est tellement débordante, qu'on crée les autres problèmes. Qu'on crée des problèmes d'eutrophisation, que tous les engrais arrivent dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques, et là vont créer des zones mortes, des zones... ils vont tellement favoriser la croissance d'algues, par exemple, que ça va créer des zones mortes. Il y a eu récemment des rapports là-dessus dans la mer Baltique, où ils ont montré que, je crois qu'il y a même jusqu'à 50% de la mer Baltique qui est maintenant une zone morte. Il n'y a plus rien, il n'y a plus un seul poisson qui y vit. C'est complètement eutrophisé, et il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, et tout est mort. Donc ça, c'est un des défis qu'il va falloir qu'on résolve. Il va falloir qu'on réduise cette dépendance par rapport aux engrais minéraux, tout en assurant que les rendements restent bons. Et là, on se place dans un gros dilemme qu'on a maintenant, c'est que on a une agriculture biologique qui est très jolie, qui préserve pas trop mal l'environnement, qui a des rendements malheureusement insatisfaisants pour nourrir vraiment l'humanité, et qui a d'autres effets négatifs qui ont été longtemps sous-estimés, et qui sont en fait que, dans pas mal de cas, de façon très contre-intuitive, les produits biologiques sont en fait mauvais pour la santé, parce qu'ils sont très contaminés par des toxines qui sont produites par des champignons. Et c'est un gros problème qu'on a maintenant. Dans un système qui est traité aux pesticides, il n'y aura pas vraiment de champignons, mais dans une agriculture biologique, il y a un aspect, c'est qu'il y aura beaucoup plus de champignons qui vont se mettre, des moisissures qui vont attaquer les plantes, et que potentiellement, ces moisissures peuvent produire des composés extrêmement toxiques, parmi les plus toxiques qu'on connaisse. Et on estime en ce moment, il y a des récentes estimations qui ont montré qu'à peu près un tiers de tous les cancers du foie au monde sont dus à ces champignons qui contaminent nos plantes. Il y a des solutions, ce n'est pas l'agriculture biologique en soi qui a un problème, c'est dans son état actuel, il y a des problèmes. Et d'un autre côté, on a une agriculture que je vais mettre en très grande ligne, conventionnelle, qui, elle, nous donne des rendements impeccables pendant 5-10 ans, et dans ses façons les plus extrêmes, va nous ruiner le sol et va détruire toute la biodiversité qui est là, va contaminer les sols, l'eau, et potentiellement aussi causer des maladies chez la population par la toxicité des produits chimiques qui s'utilisent. Donc on a un dilemme. On veut un peu avoir le beurre et l'argent du beurre, et puis c'est un peu un grand débat qu'il y a maintenant en agronomie et aussi en sociologie. Mais comment est-ce qu'on va faire ? Parce qu'on veut vraiment que tout le monde ait à manger à des prix abordables, et il faut que ça dure. On ne peut pas se permettre de ruiner les sols et que nos enfants après n'aient plus rien à manger. Et c'est là que, en fait, là j'ai mis tout d'une façon dramatique, mais il y a quand même des espoirs, hein. Et là, je vais passer un petit peu sur la vision du monde par une plante. Pour un petit peu comme résumé, je vous renvoie un petit peu au cours d'école secondaire. Mais, donc voilà, vous êtes une plante.
Vous êtes là, vous avez des feuilles, des racines. Et ce qu'il vous faut, déjà, la première chose qu'il va vous falloir, c'est de la lumière. Donc les plantes forment leur énergie en utilisant de la lumière et vont, avec ça, transformer le gaz carbonique en sucre et en biomasse. C'est ce que finalement, nous, on va manger plus tard. Il faut de la lumière, il faut du gaz carbonique. La lumière est là. Le gaz carbonique, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas trop un problème. Par contre, il lui faut aussi de l'eau. De l'eau, il va falloir qu'elle pompe de l'eau et qu'elle absorbe. Voilà, vous avez vu ce qui se passe quand on n'arrose pas des plantes, il n'y a pas besoin de trop d'expliquer. Et ça, c'est très important parce que si la plante manque d'eau, elle va en quelque sorte se barricader du reste du monde pour économiser cette eau. Et elle ne va plus être capable de fixer le gaz carbonique. Donc même si elle aurait en soi les briques et tout le matériel pour grandir, elle ne va pas le faire parce qu'elle sera en train d'essayer d'éviter de se dessécher complètement. Et la plante va avoir aussi besoin de minéraux. Donc typiquement, les grands classiques, c'est l'azote, hein, donc qui est un composant des protéines, dont on a besoin. Le phosphore, qui est un composant de l'ADN, de l'ARN et aussi de beaucoup d'aspects, de membranes des cellules aussi. Donc c'est vraiment un élément très très important. Et de potassium, ça c'est un élément qui est moins utilisé par la plante, mais qui a tendance à très vite manquer dans les sols. Donc, le monde vu par une plante, il est quand même plein de problèmes. Donc, d'une part, s'il y a de la sécheresse, la plante ne va pas pouvoir pousser, voire mourir. S'il y a un sol qui est mauvais, elle ne va pas pouvoir accéder aux nutriments, elle va avoir des carences. Et en plus, et là c'est là qu'il y a le deuxième aspect, c'est que cette plante, elle n'est pas toute seule. Cette plante, exactement comme nous, elle peut se faire parasiter, elle peut tomber malade. Et ça, c'est un problème assez conséquent dans l'agriculture actuelle. Donc, on estime qu'il y a à peu près entre un quart et un tiers de tous les rendements mondiaux qui sont perdus par cause de pestes agricoles, surtout des parasites et des pathogènes. Donc, c'est vraiment quelque chose de considérable. Et une plante peut être attaquée par tout plein de choses, par exemple des pucerons, ou bien des chenilles, peut être attaquée par certaines moisissures qui vont faire pourrir la tige et contaminer les graines. Peut être atteinte par d'autres pathogènes qui vont endommager les racines et les détruire, ce qui fait que la plante ne va plus pouvoir aspirer d'eau, ne va plus pouvoir aspirer de minéraux. Et il y a aussi des vers parasites, des nématodes, qui peuvent, là on en voit un, en fait, ça c'est une racine, cette partie-là, et ce petit ver est un nématode, un minuscule ver, qui peut se planter dans la racine et qui va sucer le contenu de la plante. Et du coup, la plante va être parasitée, va moins bien grandir. Et voilà, donc ça, c'est un des majeurs défis qu'on a. Mais les plantes ne sont pas seules, heureusement. Les plantes, elles poussent dans le sol, et ce sol est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais qui est un réservoir de biodiversité énorme. On a tendance à le sous-estimer parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très visible en prenant une poignée de sol et le regardant, mais ce sol contient énormément d'organismes. On estime qu'un gramme de sol, et là les gens se battent pour savoir combien c'est, mais un gramme de sol contient quelque chose entre 10 000 et 1 million d'espèces de bactéries. Un gramme de sol va contenir des dizaines de mètres de mycélium, de champignons, et il va contenir donc tout plein d'autres choses. Donc là, par exemple, si on zoome ce sol, donc là vous avez une coupe de sol avec les herbes, ici les racines, le sol, vous zoomez sur ce sol et vous allez trouver d'abord des bactéries, différentes sortes de bactéries, qui sont très importantes. Elles vont en quelque sorte être responsables pour digérer le sol. En quelque sorte, tous les minéraux qui sont coincés dans le sol vont être mis à disposition, enfin vont être relâchés par ces bactéries qui produisent certaines enzymes, et ces nutriments peuvent être, après ça, utilisés par la plante. Et certaines bactéries produisent aussi des hormones qui améliorent la croissance des plantes. Ça sonne méchant, mais la plante, en quelque sorte, est dépendante, pour sa croissance, d'hormones produites par des bactéries du sol, et qui vont un peu faire de la régulation fine. Le sol contient aussi ce qu'on appelle microphones, je pense en français. Donc, c'est des tout petits organismes. Là, par exemple, vous avez une amibe ici, qui a une taille d'à peu près 20 microns. Donc, en gros, vous prenez un cheveu, vous le coupez transversalement, vous prenez le quart de ça, et vous avez la taille d'un protozoaire typique. Et ces organismes sont très, très importants, parce qu'ils vont se nourrir de bactéries et de champignons. Et en faisant ça, ils vont, en quelque sorte, structurer toute la communauté de bactéries. Leur effet est un petit peu comparable à, par exemple,
des loups qui vont manger les daims et les cerfs et empêcher qu'ils pullulent, et qui vont contrôler. Là, ces protozoaires, à l'échelle du sol, ça va être la même chose. Ils vont consommer les bactéries et ils vont, en quelque sorte, assurer que tous les nutriments sont toujours remis en circulation, que les bactéries sont toujours actives. Et ça, c'est très important pour la fertilité du sol. Et ici, vous avez une autre photo d'un nématode aussi, de ces petits vers. Je vous ai montré quelques slides avant un ver parasite, mais il ne faut pas oublier que la majorité de ces vers se nourrissent de bactéries ou de champignons. Donc, ils contribuent aussi à toujours remettre les nutriments en circulation, les minéraux, et vont beaucoup contribuer à la croissance des plantes. Donc là, vous avez un petit ver et un œuf, ici. Et il y a aussi tout plein d'animaux. Et là, par exemple, vous allez trouver des acariens. Il y a énormément d'acariens dans le sol. Et des colamboles, une autre sorte très proche des insectes. Vous avez aussi des prédateurs. Et tous ces insectes vont créer une sorte de chaîne trophique, vont créer tout un univers comme ça, qui vont être responsables pour, par exemple, creuser des tunnels dans le sol, qui vont aérer le sol, ou bien vont réguler l'activité de certains champignons. En mangeant des champignons, ils vont prévenir que trop de champignons se mettent en place. Et c'est encore quelque chose où il y a énormément de recherches qui se fait là-dessus, et les gens continuent à se battre sur savoir qui fait quoi et qui est important. Mais dans l'ensemble, donc il y a vraiment une vie très très forte. Et il y a aussi, ça il ne faut pas oublier, des champignons. Donc on a l'habitude de voir les champignons avec voilà, un bolet. Mais la plupart du champignon va être caché sous le sol, sous forme de ce qu'on appelle un mycélium, donc un espèce d'énorme tapis de fils de champignons, et qui va être très important parce que ces champignons sont très efficaces pour aussi dégrader le sol, pour aussi le digérer. Mais certains champignons sont très très importants, qu'on appelle mycorhizes, sont très importants pour les plantes. Et là, on voit un exemple, il y a une petite plante de pin ici, et les racines seraient toutes petites, et là, elles sont complétées par un énorme champignon qui est en quelque sorte branché d'un côté sur les racines, et de l'autre côté, dans le sol. Et en général, ce que va faire ce champignon, il va prendre des sucres de la plante a plein de sucres, elle les produit tout le temps, et créer un espèce d'énorme tapis qui va aller chercher des nutriments pour la plante. Et ça, ce type de champignon est très très important pour beaucoup de plantes, pour leur permettre de grandir. Donc il y a toute cette diversité dans le sol, et beaucoup de bactéries et de champignons et d'animaux sont directement en lien avec la bonne croissance des plantes. Parce que les plantes elles-mêmes, elles vont essayer de jouer avec ça. Donc je reprends la même plante tout à l'heure qui était affectée par plein de maladies. Si on zoome ses racines, on regarde vraiment en gros sur ses racines, on va trouver que la plante est associée avec ce qu'on peut appeler des bactéries symbiotiques. Elle va être associée avec une espèce de film de bactéries, de slime qui est autour des racines. Et ça, c'est des bactéries qui sont nourries par la plante et qui, en échange, vont donner beaucoup de services à la plante. Elles vont, par exemple, produire des hormones, comme j'avais dit avant. Elles vont aider la plante à se nourrir. Mais, et là, ça va être un peu le focus de cette discussion, elles vont produire des composés qui sont des fongicides qui vont attaquer les champignons. Certaines bactéries font ça. C'est sur ces bactéries que je travaille beaucoup. Et là, donc, si je prends ces bactéries, on analyse ce qu'elles font. Elles produisent des choses comme du cyanure, que vous connaissez certainement. Et ça, pyrronitrine, c'est aussi un classique qui est produit, que pendant très longtemps on utilisait pour mettre sur les mycoses pour les éliminer. Et d'autres composés. Et ces composés vont inhiber des pathogènes. Et donc là, je vous ai mis comme exemple un essai qui se fait en laboratoire. Ici, donc ça, c'est une boîte de pétri. J'aurais voulu vous en prendre une, mais ils ne m'ont pas laissé à l'aéroport. Au centre, il y a un pathogène, donc c'est une moisissure qui peut attaquer la plante. Et sur les bords, ces petites boules de slime, là, ça va être des bactéries. Et si ces bactéries produisent des antifongiques, elles vont empêcher la croissance. Ici, on voit, la croissance du pathogène est bloquée. Et ces bactéries vont protéger les plantes. Donc là, vous avez un autre exemple ce sont des petites pousses de betterave à sucre qui sont de ce côté-là. Donc elles ont eu le malheur de grandir dans un sol
où il y avait ce pathogène ici. Elles n'ont pas survécu longtemps, donc voilà, ces petites plantes sont moisies, mortes. Par contre, si on ajoute de ces bactéries symbiotiques, on va avoir des plantes qui restent saines. Ces bactéries peuvent s'associer aux plantes et empêcher les maladies de se mettre en place. Et avec ça, on obtient une magnifique agriculture qui fonctionne bien, avec des hauts rendements sans qu'on y touche quoi que ce soit. Ça, vous allez voir plus tard. Ça, c'est d'ailleurs une expérience un champ que je traite en Argentine, où on fait des mixtures de soja au milieu et de maïs, et qui permet de réunir un peu les différentes capacités des plantes. Donc, je vais vous donner quelques exemples de maladies. À quoi ça peut représenter? Donc là, une maladie qui est très très courante, c'est chez les tomates par exemple, c'est causé par Ralstonia, qui est une bactérie qui va attaquer la plante et se développer à l'intérieur de la plante, tout boucher, et faire que la plante va se faner. Donc là, par exemple, vous avez des plantes de tomates qui sont sur le point de mourir. Et sur les plantes de droite, ça c'est sur les plantes de droite, on a rajouté des bactéries probiotiques, des bactéries qui empêchent ce pathogène de se développer. Et donc, vous voyez, ces plantes restent en bonne santé. Un autre exemple que j'aime bien, qui est la betterave à sucre. Donc la betterave à sucre qui est très très importante en Europe et qui est malheureusement une plante qui a tendance un peu à tomber malade sur tout et n'importe quoi, qui est très très sensible aux pathogènes et qui a tendance à être une agriculture assez sale en quelque sorte parce qu'il faut beaucoup traiter les plantes. Donc là, vous avez une betterave à sucre qui est coupée en deux dans la longueur et toutes ces zones noires sont des zones où il y a le pathogène que je vous ai montré tout à l'heure, cette espèce de moisissure sur la plaque, qui est venu et qui a dévoré les racines et qui les a fait pourrir. Par contre, si on prend les mêmes plantes, le même pathogène et d'autres bactéries probiotiques, là on obtient un superbe effet avant-après. Voilà. Bon, j'ai bien choisi les plantes aussi. Voilà, donc cette plante va rester en bonne santé, ou en tout cas va être beaucoup moins attaquée par le pathogène. Ce qui fait que en soi, c'est ce que j'appelais bactéries probiotiques, un peu en analogie à, voilà, quand vous avez un peu mal au ventre, vous prenez vos levures ou bien vos petits yaourts bifidus. C'est le même principe. Il y a des bactéries qu'on peut utiliser comme remplacement pour des pesticides. Et voilà, donc il y en a beaucoup dans le sol. On sait qu'il y en a beaucoup, des fois. Dans d'autres sols, elles sont beaucoup plus rares. Dans les sols agricoles, des fois, les sols sont tellement dégradés, ont tellement perdu de biodiversité qu'il n'y a plus assez d'espèces pour protéger les plantes. Et là, on peut en rajouter. Ça commence à se développer maintenant, ce type d'application, de prendre des bactéries où on a vu prendre des bactéries probiotiques et de les rajouter aux plantes pour qu'elles aient un bon départ dans la vie, qu'elles aient déjà des bonnes bactéries symbiotiques avec elles pour pouvoir se défendre. Et une autre option, et qui, je pense, pourrait être beaucoup directement intéressante dans votre approche de la permaculture, c'est qu'il y a moyen de jouer avec les bactéries qui existent déjà dans le sol. Dans beaucoup de sols, il y a un certain nombre d'espèces de bactéries, tout un potentiel qui est là. Et si on découvre les bonnes tactiques, on peut réveiller ce potentiel endormi et obtenir une bonne croissance des plantes, un bon rendement, tout en évitant d'avoir à mettre des insecticides ou des pesticides. Voilà. Donc là, je vais passer sur un aspect que moi-même et des collègues à moi, dans mon équipe, nous avons testé, qui est de voir si, en manipulant la diversité des plantes, nous pouvons gérer et améliorer la qualité du sol. Donc, l'agriculture actuelle est souvent basée sur des monocultures, donc avec un champ avec une espèce. Ça fonctionne. Mais traditionnellement, et ça depuis l'Antiquité, les gens ont eu tendance à faire des cultures mixtes. Un exemple classique qui a été fait, qui s'utilise encore dans certaines régions, c'est par exemple de planter du maïs et de mettre des pois autour, des légumes. Et même, il y a certains trucs triples. En Amérique centrale, traditionnellement, ils avaient un système avec du maïs, des légumes, des lentilles, par exemple, ou d'autres haricots, et des courges. C'est un système qui fonctionne extrêmement bien, maintenant, qui est même promu par certaines institutions agronomiques pour restaurer des sols abîmés.
Le désavantage, c'est que c'est très dur à récolter. Ce n'est pas possible actuellement de récolter ça dans un système mécanisé. Il faut tout faire à la main. Mais là, donc là, c'est une expérience qu'on avait faite. Donc voilà, je vous remonte la même photo, un peu l'effet de rappel avec maïs, soja. Et ce qu'on a trouvé, c'était qu'en mélangeant ces deux espèces, on n'est pas les premiers à le faire, hein, mais si on mélange ça, en gros, ce que va faire le soja est associé à certaines bactéries qui peuvent fixer l'azote de l'air. Hein. Donc en gros, le soja produit son propre engrais lui-même. Et le maïs, lui, apporte d'autres choses. Il va apporter un peu d'humus, il va apporter de la matière organique. C'est une grande plante qui apporte beaucoup de carbone. Et ensemble, elles vont bien grandir et on va obtenir des meilleurs rendements que si on plantait un champ de soja et un champ de maïs séparés. Mais pour revenir donc, sur un peu l'idée de pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça, c'était pas complètement par hasard. Hein. C'est qu'il y a un grand débat actuellement sur l'effet de la biodiversité sur les écosystèmes. Et très souvent, on voit qu'il y a beaucoup d'extinctions et on ne sait pas trop quelle va être la conséquence. Donc, des communautés d'espèces mixtes vont interagir, vont parfois grandir mieux, parfois pire. Et pour vous illustrer ça, un petit peu la base, et qui sert aussi pour mélanger des plantes, je vais vous prendre un exemple tout simple de la vie de tous les jours. Vous allez, avec votre nouvelle conquête, faire un petit dîner aux chandelles. Vous êtes très amoureux, vous entrez dans le premier restaurant qui vous plaît, et je ne suis pas responsable pour vos goûts gastronomiques, vous prenez un Big Mac. Vous posez ce Big Mac sur la table avec amour, vous allez voir votre chair étendre, vous asseyez, vous allumez une bougie, vous regardez votre nouvelle conquête dans les yeux avec un air alangui, vous regardez le Big Mac, vous regardez votre nouvelle conquête, et là vous vous dites, écoute, mon chou, je crois que je suis profondément stupide. Et là, votre amoureuse va vous dire, mais non, tu es la personne la plus fantastique que j'ai jamais vue. Si, je suis stupide, on a commandé un Big Mac, mais moi je suis végétarien, je ne vais pas pouvoir manger la viande, je vais pouvoir manger le pain et le fromage, mais la viande, il va falloir l'acheter. Et c'est là que les yeux de votre nouvelle conquête s'allument. Il vous dit, non, mais j'étais sûr qu'on était fait l'un pour l'autre. Je suis intolérant au gluten. Je ne vais pas pouvoir manger le pain. Mais par contre, moi, je me réjouis de manger la viande. Ça, c'est bien. Et du coup, vous passez votre dîner d'une façon pas très propre. Enfin, les gens à côté de vous regardent un peu bizarrement, mais ensemble, vous arrivez à manger votre burger. Et aucun d'entre vous n'aurait pu le faire. Et ça, c'est quelque chose de très important en écologie. Et c'est ce qui va se passer aussi avec des plantes, hein, quand on les mélange ensemble. Ça s'appelle, en termes écologiques, je crois, une complémentarité des ressources. Et c'est avec les plantes, ça va être pareil. Une plante va être capable d'utiliser une petite partie de son environnement, une autre plante une autre partie, et ensemble, elles vont réussir à utiliser beaucoup mieux le monde qui les entoure. Et il y a un petit aspect encore qu'il va falloir tenir compte, hein. C'est que vous mangez, vous dégueulassez votre table et tout, il n'y a pas de problème, vous êtes heureux. D'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a une tranche de fromage qui reste. Et là, c'est un peu un problème parce que vous deux, vous adorez le fromage. Et vous êtes prêts à vous battre pour du fromage. Et c'est ce que vous allez faire. Et là, il y a deux cas de figure. Un premier cas, ce qu'on appelle en écologie effet de sélection. Et ça, c'est vraiment, chacun d'entre vous essaie d'attraper le fromage et puis le plus rapide l'attrape. Et l'autre espèce qui arrive aussi chez les plantes, et ça, c'est un peu plus la version plus violente, c'est ce qu'on va appeler l'antagonisme ou de l'allélopathie. En gros, pour vous mettre dans le cas de l'exemple présent, vous chopez votre base de baseball que vous avez discrètement cachée dans votre dos, vous assommez votre copain ou votre copine, et pendant que cette personne vague à ses occupations et ronfle, vous prenez le fromage et vous le mangez. Les plantes font ça aussi, ça s'appelle l'allélopathie, et ça peut marcher, ça peut aider une espèce, mais ça peut aussi poser problème quand chacun essaye de taper son voisin, et à la fin, voilà, il n'y a plus rien, parce que tout le monde s'est assommé. Voilà. Donc là, on a décidé de voir cet effet de biodiversité, s'il se basait non seulement là-dessus, mais aussi sur les organismes du sol. Et donc pour ça, on est allé ramasser des échantillons. Enfin, Hélène, qui est en train de finir son travail de doctorat dans mon groupe, et elle est à Jena, en Allemagne centrale, où il y a une énorme expérience qui tourne depuis une dizaine d'années, qui est une expérience où ils ont manipulé la diversité des plantes. Donc chaque parcelle ici
va contenir différents mélanges de plantes, certaines fois seules, les plantes toutes seules, certaines fois en mélange avec d'autres espèces, et il y a un gradient de diversité entre 1 et 60 espèces qui poussent ensemble. Avec l'idée de voir si on rajoute des espèces ou au contraire si on en perd, est-ce que les écosystèmes vont fonctionner moins bien ou bien est-ce que ce n'est pas grave? Et donc, avec Hélène, nous sommes allés ramasser des échantillons dans chacun de ces plots et avons regardé la quantité de bactéries bénéfiques pour les plantes. Et ce qui est très pratique, parce qu'on connaît certains gènes qui sont responsables chez ces bactéries pour la protection des plantes, et il y a des méthodes qui permettent de les compter. Et donc, on a regardé, ici vous avez un axe avec la diversité des plantes, qui est transformée, et ici, cet axe, ça va être en gros la quantité de bactéries bénéfiques qu'il y a dans le sol. Donc il y a plein de facteurs, il n'y a pas que la diversité, il y a aussi certaines plantes qui sont très bien pour favoriser ces bactéries et d'autres moins. Mais en gros, plus on a de plantes, plus on a de bactéries plus on a de ces bactéries probiotiques qui attaquent les pathogènes. Et en plus, les graminées ont un effet très positif sur ces bactéries. Et donc si on regarde après, bon, c'est un peu plus difficile à lire. En gros, on a mesuré, on a regardé, est-ce que chaque point correspond à un échantillon? Et là, c'est deux types de traits qui sont responsables pour la protection des plantes. En haut à droite, il y a beaucoup de bactéries bénéfiques. Et là, si on fait un test et qu'on rajoute un pathogène, on prend des plantes, un pathogène, et ce sol qui vient de cette expérience. Et s'il y avait beaucoup de bactéries bénéfiques dans ce sol, eh bien, les plantes vont rester saines. À l'inverse, s'il y a peu de bactéries bénéfiques dans ce sol, eh bien, les plantes vont très rapidement moisir sur pied. Donc là, ça montre qu'il y a possibilité de jouer avec la diversité existante du sol. Il y a possibilité d'améliorer des sols en utilisant des plantes. Et je viens de voir récemment une étude aux États-Unis d'une personne qui, pour soigner les plantations de pommiers, qui ont tendance à avoir des maladies, et actuellement, c'est des traitements assez dégueux qui s'utilisent pour curer ça. Et cette personne, en fait, a mis des rangées de blé entre les arbres, et le blé est une graminée, et le blé va attirer ces bactéries bénéfiques, et va les entretenir, va les cultiver en quelque sorte, de telle sorte que ces bactéries vont protéger les pommiers à côté contre des maladies. Même principe. Et là, on est encore en train d'analyser les résultats, mais avec cette expérience de soja et maïs, apparemment c'est la même chose. Le soja apporte des nutriments, le soja fabrique son propre engrais, enfin les bactéries du soja fabriquent l'engrais naturel, et le maïs, lui, va attirer des bactéries bénéfiques qui vont empêcher les maladies de venir. Donc ensemble, il y a moyen, dans une approche d'agriculture intégrée, d'expérimenter, en ayant ça en tête, de choisir des combinaisons de plantes qui fonctionnent mieux. C'est une difficulté actuelle. Il y a pas mal d'essais qui se font d'essayer de mélanger des plantes. Pour l'instant, ça reste difficile parce on connaît peu de mécanismes qui expliquent pourquoi est-ce que telle combinaison va fonctionner mieux qu'une autre. Et tout essayer, de tout combiner, c'est énormément de travail. Maintenant, en ayant ça en tête, ça donne des outils qui permettent de sélectionner des combinaisons de plantes qui aideraient. Et là, par exemple, il y a une plante qui est très très forte à soutenir des bonnes bactéries, qui s'appelle, le nom latin c'est Lolium perenne, je crois que c'est la livrée en français. Et ça, c'est une plante qui est extrêmement efficace. Et donc, on pourrait s'imaginer dans un système intégré de rajouter un peu de ces plantes qui fonctionneraient quelque part comme sorte de pôle qui cultiverait ces bactéries bénéfiques qui, après, bénéficieraient aux autres plantes. Voilà. Et donc, il y a moyen de créer des communautés de plantes, comme ça, de légumes ou d'autres plantes qu'on veut avoir, et qui chacune apporte certaines qualités. Une pourrait améliorer la tenue du sol, l'autre pourrait apporter en quelque sorte de l'engrais, et une troisième pourrait annihiler les pathogènes. Et tous ensemble, ces plantes auraient une très bonne performance, sans qu'il y ait besoin de rajouter des produits chimiques sur les cultures. Une autre application, et là je serais assez intéressé à discuter suivant les intérêts, il y a possibilité de rajouter certains micro-organismes pour donc, certains probiotiques qui ont été isolés du sol, dans un sol sain,
et de les rajouter dans un sol où il y a des problèmes. Ça fonctionne plus ou moins bien. En général, c'est difficile pour ces bactéries de réussir à s'établir, mais quand ça fonctionne, ça permet de remplacer. C'est du contrôle biologique de maladies. C'est le même principe qu'avec les coccinelles contre les pucerons, sauf que c'est au niveau microbien. On peut utiliser des ennemis, des pathogènes, pour protéger les plantes de façon naturelle. Voilà, et ça, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Je suis en train de développer aussi comment est-ce qu'on appelle ça? En anglais, c'est mulching film, pour couvrir les cultures, pour couvrir le sol au début, pour le réchauffer, pour permettre qu'il grandisse mieux, que nous voulons imprégner de ces bactéries probiotiques pour que les plantes aient directement une protection naturelle contre des maladies et que ça crée des champs où il suffit de semer et on obtient des bons rendements sans avoir à rajouter de pesticides. Voilà, donc c'était un petit overview, vue d'ensemble sur ce sujet. Et je crois qu'on a encore pas mal de temps pour questions, discussions, tomates pourries. J'espère pas. Voilà, et merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous apporte juste le micro avant que vous preniez la parole. Bonsoir, merci. J'avais juste une question par rapport, par rapport à la méthode. C'est comme un peu les engrais ou quelque chose, ça peut être bénéfique, mais par rapport à comment quantifier, par exemple, quand vous parlez d'imprégner le mulch de bactéries, comment quantifier pour pas que ça prolifère ou que ça parte dans les eaux ou quelque chose comme ça? Oui. Alors c'est intéressant, c'est une question qui revient assez souvent. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'autre problème. Le problème inverse, c'est que souvent, ces bactéries ont des difficultés à s'installer. Parce que le sol lui-même contient justement toute cette diversité d'organismes et qui ne sont pas prêts à céder leur place si facilement. Donc on a en fait le problème inverse avec des applications de ce style, c'est qu'il faut vraiment réfléchir pour arriver à ce que les bactéries survivent assez longtemps pour au moins coloniser les plantes. Et ensuite, au niveau prolifération, c'est peu problématique parce que c'est des bactéries, donc elles ne sont pas modifiées génétiquement, c'est des bactéries tout à fait naturelles du sol, et qui en général, ce qui se passe, c'est qu'on les met au début de la croissance des plantes. Ça permet en quelque sorte qu'elles colonisent la plante, et après elles vont se diluer, si elles sont contentes, si elles sont dans des bonnes conditions, elles vont rester, mais c'est écologiquement à peu près impossible qu'on obtienne une invasion de ces bactéries qui se mettent partout et qui posent des problèmes. Ma question est venue en vous écoutant. Par rapport à l'implémentation des bactéries, est-ce que vous avez fait des tests avec du biochar? Je n'ai pas directement testé avec du biochar. Par contre, je travaille avec des gens qui font fermenter qui ont des fabriques de compost, qui là font fermenter ce compost avec une de ces bactéries. Et ce qui a l'avantage qu'on a en fait, on ajoute directement le compost et les bactéries bénéfiques en un coup sur le sol. Et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Je suis en train de regarder, c'est une collaboration avec des gens en Chine, qui ont un truc fantastique. On essaie de le mettre en Europe maintenant, mais c'est très très compliqué au niveau régulation. C'est des organismes, du coup il faut vraiment démontrer. C'est quasiment le même niveau de démonstration que pour des produits pharmaceutiques en gros. C'est très très compliqué au niveau légal. Mais c'est quelque chose qui avance. Et biochar, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi. Il y a un petit problème avec les biochars souvent, c'est qu'ils contiennent beaucoup de polluants aromatiques. En gros, c'est des goudrons en quelque sorte, et qui, suivant les conditions, peuvent monter dans les plantes et après contaminer les aliments. Donc c'est un des critiques qui vient sur les biochars maintenant, c'est que ça risque de polluer le sol en fait. Ah, c'est du charbon en gros. C'est du charbon fait à partir de tout et n'importe quoi, et qu'on peut rajouter dans le sol pour améliorer la fertilité du sol. Moi, j'avais une question par rapport à si on rajoute justement ces bactéries, est-ce qu'au bout d'un moment, il faut en rajouter de nouveau chaque année ou, je ne sais pas, chaque saison, ou est-ce qu'après, elles restent dans le sol et elles se reproduisent toutes seules? C'est un peu la question contraire de tout à l'heure. Oui, actuellement, avec les produits qu'il y a, il faut en rajouter chaque année.
Et il y a beaucoup de recherches qui... là, c'est un des grands thèmes de recherche que je fais. Il y a beaucoup de gens bien plus compétents que moi qui le font. Essayer de trouver comment est-ce qu'on arrive à gérer ça pour qu'elles restent. Mais en général, il y a les conditions qui fluctuent au cours de l'année. Donc ces bactéries vont tendre à s'intégrer à la communauté et à devenir un des membres de la communauté qui est là. Et je pense qu'il y a à mon avis, il y a plusieurs options. D'un côté, de jouer avec des communautés diverses de bactéries, de ne pas rajouter une seule bactérie, mais de rajouter vraiment toute une mixture de bactéries qui apportent chacun quelque chose et qui, ensemble, en quelque sorte, se soutiennent mutuellement. Ou alors, de jouer, comme je disais, avec les conditions du sol. Et par exemple, je reviens au thème des charbons, mais d'ajouter du compost sur le sol. On ne sait pas encore très bien pourquoi, mais ça favorise ce type de bactéries qui protègent les plantes. Donc il y a moyen aussi soit de rajouter une fonction, soit vraiment de rajouter une bactérie, soit de jouer avec ce qu'il y a déjà là, et essayer de les promouvoir. Bonjour. Vous avez introduit la présentation dans un contexte global. Et du coup, moi, j'ai 2 questions finalement. Pourquoi vous n'avez pas mentionné les OGM ? Je trouve que ça allait dedans. Et la deuxième question que j'ai, c'est finalement, c'est très intéressant, j'en doute pas, mais comment est-ce que c'est applicable dans un point de vue international, puisqu'il y a le problème que c'est difficile d'automatiser la cueillette. Et voilà. Finalement, c'est très beau de voir des plantes qui se portent très bien, mais comment est-ce que ça pourrait être applicable dans un contexte plus grand face à ce problème qui est majeur? Parce que le but de SOREM, c'est pas de nourrir 10 personnes, mais quand même de des milliards de personnes. Oui. Eh bien, alors, réponse aux 2 questions. Alors, les OGM, j'avais hésité à la mettre dans la présentation, mais comme c'est un sujet qui... Bon, déjà, j'ai peu d'expérience dessus. Enfin, ça m'intéresse, je lis beaucoup dessus, mais ce n'est pas mon travail direct. Et en plus, c'est un sujet qui est tellement polémique en ce moment que c'est difficile, sans connaître le public, c'est difficile de parler un peu des pros et contre des OGM sans tomber sur une guerre de tranchées, avec des gens qui finissent par s'engueuler à dire « Non, c'est génial, ça va sauver le monde », puis d'autres qui sont là « Mais non, vous allez détruire le monde ». Donc j'ai préféré laisser ça en dehors de la discussion. Pour l'application, ça se développe. C'est encore beaucoup au niveau expérimental. Mais par exemple là, ce champ de soja-maïs, ce qui peut se faire, c'est de... Bon, pour l'instant, la technique qui se fait, c'est de passer 2 fois la machine, de passer une fois en haut pour ramasser le maïs et passer une deuxième fois plus bas pour ramasser le soja. Ça marche. Le problème, c'est qu'on perd une partie de la récolte avec ça, en passant 2 fois la moissonneuse. Il y a d'autres techniques qui sont en train d'être testées, mais comme c'est quelque chose qui est encore à un niveau un peu expérimental au niveau volume, je sais qu'il y a de la recherche sur des machines qui permettraient de gérer ça, mais je ne connais pas d'application finie pour l'instant. Ouais. Juste pour l'information, il y aura une conférence sur les enjeux des OGM le 14 mai prochain. Mais je ne sais plus si c'est à Neuchâtel ou à Lausanne. C'est à Neuchâtel. Voilà. Bonjour. Concernant la fabrication d'un super inoculat artisanal, donc par exemple de faire le meilleur concentré de bactéries possible, par exemple de mettre du jus de poubelle, des déchets humains, du jus de vermicompost, vraiment tous les trucs qu'on peut trouver de bactéries pour créer un milieu de biodiversité le plus vaste possible. Comme en Inde notamment, je crois qu'ils faisaient ça avec du beurre et de la viande et plein de choses différentes qu'ils laissaient macérer, aussi avec les purins d'ortie, les purins de consoude, tout ça. Est-ce que c'est possible de vraiment tout mélanger et de quand même en tirer les bénéfices et vis-à-vis aussi de la reproduction et de la conservation de ces bactéries? Par exemple, je pensais notamment à la sporulation qui permettrait à ces bactéries de rester en dormance dans le sol et qui se libéreraient quand les conditions seraient favorables. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça fait plein de questions à la fois. Sur est-ce que c'est possible de tout mélanger ou pas, j'ai pas de réponse, je ne sais pas. J'ai joué un petit peu plus au niveau recherche fondamentale, ajouter différentes ressources, regarder qu'est-ce qui se passe pour qui. Et de l'autre côté, j'ai aussi regardé les liens entre diversité des bactéries et efficacité contre les maladies. Donc, apparemment, c'est une sorte
que la diversité de bactéries reste assez grande. Et tout à coup, par exemple, quand la plante peut pas mal changer de choses, hein, et quand la plante est attaquée, elle va répondre en recrutant certaines bactéries qui sont apparemment très efficaces contre les pathogènes. Donc ça a l'air d'avoir une espèce de grande banque de microbes plus ou moins actifs, complètement dormants dans le cas de spores, ou bien moyennement actifs. Et tout à coup, tchac, la plante déclenche la multiplication de quelques-unes de ces espèces qui là commencent à dominer et peuvent jouer leur rôle. La formation de spores est définitivement un trait très important, et ce qui est aussi une raison pour laquelle c'est beaucoup des bacillus qui s'utilisent comme fertilizer, donc une sorte de bactérie qui peut créer des spores comme des champignons en quelque sorte, et ce qui fait qu'après, même si l'environnement devient très mauvais, très agressif, elles peuvent survivre et regermer plus tard. Mais moi j'aimais beaucoup cette approche en fait, de faire fermenter un milieu de façon artisanale, en fait, de prendre peut-être une souche qui existe déjà, finalement comme avec de la bière, en quelque sorte, prendre une souche de micro-organismes qui existe déjà, et d'utiliser ça, d'en rajouter une bonne quantité sur un milieu, et de le faire fermenter avec cette bactérie qui va dominer, et après de rajouter ce mélange enrichi en quelque sorte sur le champ. Oui, fermentation, c'était dans un terme métaphorique. Quant à l'ajout de sucre simple dans le sol, dans le but justement de promouvoir aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour chez nous faire vraiment un truc qui marche. Je pense que les sucres simples, ça peut repartir par derrière. C'est un peu il y a le risque que ça ça va promouvoir la croissance de bactéries, ça c'est sûr, mais ça va être quelque chose d'assez peu spécifique. Par contre, ce qui marche très bien, c'est de rajouter, par exemple, il y a plein de gens qui sont amusés à rajouter des carcasses de crevettes. Alors ça sonne complètement débile, hein, mais les enzymes qui servent à dégrader, que les bactéries utilisent pour dégrader ces carcasses de crevettes, sont les mêmes enzymes qui vont servir à détruire les champignons. C'est des enzymes qui détruisent la chitine. Et en rajoutant ces carcasses de crevettes, on crée une source d'alimentation pour des bactéries qui, tendanciellement, vont être des bactéries bénéfiques pour les plantes. Donc il y a des moyens aussi de jouer avec l'idée de rajouter des substrats particuliers est très très bonne, mais je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on rajoute pour pas juste promouvoir la croissance de n'importe quoi, mais vraiment de cibler certaines fonctions. Et une autre option aussi que j'essaie de développer, c'est rajouter certaines contraintes, certains ennemis naturels qui promeuvent spécifiquement les bactéries qui sont bénéfiques. Donc ça, il y a moyen de jouer, c'est encore expérimental, mais j'essaie de trouver des choses là-dessus. Alors, si on fait par exemple du thé de compost, et que je n'ai pas les moyens de faire tester mon compost avant, est-ce que je peux me louper ? En assumant que j'ai un compost aérobique qui n'est pas parti en couille. Moi, je pense qu'un compost où il y a des vers de terre dedans, il y a très peu de chances de se rater. Les vers de terre sont justement un des facteurs qui ont tendanciellement, on ne sait pas encore pourquoi, mais qui promeuvent ces bactéries bénéfiques. Donc là, je pense à un bon compost avec des vers de terre dedans, ça c'est quasiment sûr d'être bon. Parce qu'il y a très très peu de bactéries qui sont réellement pathogènes pour les plantes. Dans toutes les espèces, il y en a, mais la majorité sont soit font rien au niveau de la plante, soit promeut la croissance des plantes. Donc par louper, la chance de par hasard enrichir des bactéries qui sont pathogènes pour les plantes est extrêmement faible. Et ça peut juste varier un petit peu en qualité de promotion des plantes. Vu que vous avez l'air vraiment de vous y connaître, j'ai une question. J'ai fait une expérience vous avez utilisé le mot fermentation avant, puis c'était une fermentation anaérobique en utilisant les estomacs de vache, une technique d'eugéniograse, je crois, du Mexique. Je sais pas si... Je sais que c'était pour rapporter plus de sels minéraux d'oligo-éléments aux plantes, mais je cherche des informations concernant de possibles inoculations ou d'inoculations, j'ai envie de dire négatives, de trop de bactéries anaérobiques. Je ne savais pas si vous aviez des informations là-dessus, puis je suis en train de chercher ces temps. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que l'inoculation de bactéries anaérobiques puisse être un problème en soi. Le sol lui-même, dès qu'on va à une certaine profondeur, tend à être anaérobique, donc à avoir très peu d'oxygène.
Et c'est des différents types de bactéries qui grandissent avec et sans oxygène. Je ne sais pas, et je ne pourrais pas dire en fait. Ça semble une pratique intéressante, je ne la connaissais pas. Mais ça a l'air assez bien. Je pense que c'est un bon truc pour grandir autour des racines aussi, d'avoir ce potentiel anaérobique. Oui? Ah, chouette. Hein. Mais ça, c'est quelque chose aussi où je serais très intéressé à interagir aussi. Par exemple, de mon côté, j'arrive plus avec une connaissance un peu plus théorique, par exemple, possibilité de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça pourrait très bien se complémenter avec cette approche de regarder, on voit ce qui marche, hein, enfin, on voit quelque chose qui marche super bien, on ne sait pas encore pourquoi. Et si on arrive à identifier les mécanismes qui font que ça marche super bien, ça permettrait peut-être de le faire plus facilement. Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de savoir si les bactéries sont déjà présentes dans un sol avant de planter quelque chose. Alors, il y aura toujours des bactéries dans le sol. Hein. Des bactéries, au niveau bactéries bénéfiques, c'est un peu plus compliqué. Parce que il y a deux choses, soit ça revient à isoler ces bactéries, et ça prend beaucoup de travail, et tester si elles sont bien ou pas. Ou alors, il y a certains gènes dont on sait qu'ils sont bénéfiques. Et c'est là, ça demande un peu plus des méthodes plus lourdes, des méthodes d'analyse d'ADN, qui sont en laboratoire faciles à faire, mais qui demandent un équipement assez lourd. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est de faire un petit test, de prendre des plantes, d'ajouter des plantes moisies à côté, de regarder si la maladie se transmet. Et aussi, j'ai une autre question, si c'est possible, disons, au lieu de... Si le bactérie, on peut prendre des plantes qui sont dans un champ avec les bactéries bénéfiques, puis replanter la plante dans un terrain où il n'y a pas, si les bactéries vont proliférer, ou sinon c'est la terre qu'il faut changer. Ça a été montré, en tout cas sur un sol... c'est possible de transmettre cette fonction bénéfique à un nouveau sol, mais il faut toujours tenir en compte que peut-être que si les bactéries bénéfiques sont à un certain endroit, c'est parce que le sol avait des conditions particulières qui ne seront pas forcément dans le nouveau sol. Mais je pense que typiquement, si vous prenez un sol qui est de prairie, par exemple, enfin, avec beaucoup d'espèces, là, c'est un bon plan pour trouver c'est un sol qui tendanciellement aura beaucoup de bactéries et de champignons bénéfiques. Et je pense qu'il y a moyen d'entretenir aussi cette fonction bénéfique en ajoutant justement, mettons dans une culture, je ne sais pas, de haricots, de rajouter un petit peu quelques herbes, quelques graminées. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, j'espère, et que ça peut-être, avec de la chance, ça suffirait à apporter cette fonction en ayant 10% de graminées dans la communauté, d'apporter cette fonction bénéfique et de soutenir en quelque sorte ces populations de bactéries bénéfiques. Je voulais savoir, moi, du coup, si vous stimulez certaines bactéries, quel est l'impact sur les autres bactéries du sol toutes les bactéries sont bénéfiques pour quelque chose. Donc finalement, on en privilège certaines, mais quel est l'impact sur les autres? On a déjà du mal à savoir comment est-ce qu'on fait pour privilégier certaines bactéries. Donc, je ne connais pas de données là-dessus. Donc, je pense qu'évidemment, si on favorise certaines fonctions, on risque d'en perdre d'autres. Maintenant, comme la plupart, si on prend ça d'un point de vue agricole, c'est un peu dur à dire. L'approche que j'essaie de suivre aussi en ce moment, c'est de regarder, d'essayer justement de rajouter, d'augmenter la diversité des communautés de bactéries, de prendre soin qu'il y ait une haute diversité dans le sol, et ce qui permet d'avoir toujours un certain panel de fonctions qui est là. Et qui, avec l'idée que, comme avec le burger tout à l'heure, que dans un cas idéal et dans un monde merveilleux, que chacune de ces bactéries, de ces espèces, apporte une nouvelle fonction sans empiéter sur les autres. C'est la théorie. Maintenant, la vérité est souvent plus difficile. J'ai aussi une question quand vous parlez que certaines plantes vont promouvoir certaines espèces de bactéries. Est-ce que le simple fait de planter certaines espèces de plantes va permettre d'acquérir cette colonie dans le sol, ou est-ce qu'il faut immanquablement essayer d'en introduire certaines parce que le fait de planter ne va pas suffire? Enfin, est-ce que la diversité des plantes va obligatoirement entraîner la diversité bactérienne? Il n'y a pas un lien 1 à 1, mais je pense que si le sol n'est pas trop dégradé, il
il y aura encore assez d'espèces qui peuvent être, en quelque sorte, réactivées à partir de toute la banque de microbes. Par contre, si c'est un sol qui est vraiment détruit, enfin un sol par exemple qui a été fumigué plein de fois et passé au chloroforme tout plein de fois et qui est complètement abîmé, là, je pense que des inoculants, par exemple comme votre voisin avait décrit, qui pourrait être quelque chose qui apporte tout à coup beaucoup de bactéries, d'ajouter de l'humus, d'ajouter du vermicompost, quelque chose qui pourrait rétablir cette diversité. Mais dans un sol qui est à peu près sain, je pense qu'il n'y a pas besoin. Que de rajouter simplement des plantes suffirait à réactiver cette population. Et aussi, est-ce que les cultures, mais là plus niveau coutume, des peuples qui ont l'habitude depuis des centaines d'années de faire des techniques pour bien avoir du rendement, est-ce qu'elles sont vérifiées et puis marchent bien aussi? Est-ce que vous les étudiez? Là, c'est un petit peu en dehors de mon domaine, je n'étudie pas ça directement. Mais j'avais eu plusieurs discussions avec des agronomes qui racontaient justement que c'est dans un système avec peu d'ajout de nutriments et peu d'ajout d'engrais, peu d'ajout de pesticides, ce sont des systèmes qui potentiellement fonctionnent très bien. Et j'avais vu aussi une présentation sur un cas où c'était en Amérique centrale où vous avez un sol qui était complètement détruit. Et en utilisant justement ce mélange de différentes plantes grandies ensemble, ils ont réussi à avoir un sol où ça devait être récolté à la main, tout fait à la main. Chez des petits paysans qui vivent de subsistance, c'est en général pas un problème, ils le font de toute façon à la main. Mais ça a permis vraiment très rapidement de rétablir les sols, et en quelques années de rétablir des sols où on pensait que ce serait fichu pour des centaines d'années. Donc je n'ai pas de données complètes, mais il y en a. Moi, je suis curieux de savoir en fait si vous avez déjà été approché par des entreprises qui veulent créer des bactéries génétiquement modifiées. Non, et ça pour une raison très simple, c'est que ce serait à peu près impossible à commercialiser. D'un point de vue légal, ce serait très, très difficile. Alors par contre, je travaille avec des entreprises qui ont des bactéries, et une des tactiques que j'essaie de mettre au point maintenant, c'est quelque sorte de faire évoluer ces bactéries pour les préparer à devenir meilleures. C'est une sélection. Ce n'est pas modifié génétiquement, donc on ne va pas manipuler vraiment des choses, mais on va les laisser évoluer par elles-mêmes pour devenir meilleures en quelque sorte. Enfin, plus adaptées à ce qu'on veut en faire en tout cas. La limite en fait actuellement c'est la loi ou bien c'est ça? C'est la loi, et que souvent c'est des processus assez complexes et qu'on aurait beaucoup de peine à vraiment ajouter ou enlever des fonctions. Je connais un seul exemple que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est pas stable évolutivement, mais ils ont pris des bactéries, des gens aux États-Unis qui ont pris une bactérie qui protège contre les maladies, et ils ont rajouté les gènes qui permettent à cette bactérie de fixer de l'azote, de l'air, sous une forme organique. Ce qui permettra en fait d'avoir en une bactérie tout plein d'avantages. Sauf que le problème, c'est que c'est en fait quelque chose qui a un nom en évolution, ça s'appelle un démon darwinien. Ça marche pas, c'est pas stable, ça tient, mais après la bactérie va gicler va jeter ces gènes dont elle n'a pas besoin. Mais en théorie, il y aurait des applications possibles. On dit souvent que dans les jardins potagers, on préfère privilégier les bactéries, alors qu'en milieu forestier, par exemple en agroforesterie, on préfère avoir des champignons. Qu'est-ce que vous pensez de cela, et qu'est-ce que vous pensez de mélanger les deux systèmes? C'est-à-dire, justement, vous avez dit que certains champignons pouvaient avoir des effets, mais comment ça se passe? Alors, il y a un effet très important qui est... Alors, donc c'est vrai, un système en forêt va avoir beaucoup plus de champignons, ce qui est en partie dû aussi que les arbres eux-mêmes sont associés à des mycorhizes qui sont très fortes. Dans un système en prairie, par exemple, donc avec des herbes, qui va être un système qui va aussi favoriser beaucoup les champignons. Le problème, c'est dans un système agricole, en fait, on détruit le sol, enfin, on perturbe tout à chaque fois. Et ça fait un système où c'est... les champignons sont des organismes qui ont tendance à être un peu plus lents à grandir, qui ont un peu besoin de temps pour s'installer. Dans un système perturbé, si on laboure, par exemple, on va casser tous les filaments des champignons, tous les ifs, et on va créer une grosse perturbation. Tandis que dans un système, ça se fait de plus en plus maintenant, qui est d'arrêter de labourer et d'utiliser des désherbants à la place de passer la charrue. Là, ça crée des systèmes où on ne détruit plus le sol à chaque fois en labourant. Les champignons ont le temps de se développer, ça crée des sols qui sont beaucoup plus sains
que si on les détruit chaque année. Et il y a une autre voie qui est le fait que les plantes dans un système agricole durent une année et meurent. C'est-à-dire qu'un arbre va rester très longtemps, il va avoir beaucoup plus de temps pour interagir, pour former une communauté de microbes qui est adaptée à ses besoins. Et il y a de la recherche qui se fait pour, en quelque sorte, transformer des plantes agricoles en plantes qui sont annuelles, donc qui meurent à la fin de l'année, en plantes qui vivent plusieurs années de suite, pour ne plus avoir besoin de replanter à chaque fois et améliorer les sols. Justement, si le milieu est favorisé pour les champignons, n'aurait-on pas des problèmes après justement de moisissure qui pourraient survenir? Ça dépend beaucoup des champignons. Et si c'est des champignons bénéfiques qui sont là, ce qui est souvent le cas en forêt par exemple, ces champignons vont aussi empêcher d'autres champignons de venir. Il y a de très belles études qui ont été montrées que s'il y a une diversité haute de champignons, ça profite, qui sont juste là, qui ne font rien, ils vont empêcher des pathogènes de venir. Finalement, on peut vraiment généraliser sur le fait qu'une biodiversité importante amène une bonne résilience à un système donné. On peut pas généraliser dans tout, mais il y a ça a été montré plusieurs fois que plus la diversité microbienne, donc bactéries et champignons ensemble, est haute, plus un pathogène va avoir de mal à s'installer. Et au niveau résilience, plus en soi chaque fonction sera associée à plusieurs espèces, ce qui fait que s'il y a une sécheresse et que mettons la moitié des espèces meurent, au moins il y aura encore assez d'espèces pour assumer cette fonction. Oui, votre première slide, elle parlait des mycotoxines. Donc, est-ce que si demain je vais au supermarché, je dois me méfier des produits bio? En Europe, pas forcément. Et puis, maintenant, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits en Europe. Et c'est un problème qui se découvre maintenant, parce que c'était... je ne pense pas qu'il faut se méfier absolument, mais c'est quand même un aspect qui... Je pense qu'il faudra tenir en compte dans le futur, au niveau agriculture biologique, d'éviter ces mycotoxines. Je ne connais pas les données en Europe. En Afrique, c'est très très grave les problèmes qu'ils ont. Et en Europe, c'est surtout le maïs qui est attaqué par les mycotoxines. En Europe, je n'ai pas de données, mais je sais qu'ils rejettent énormément, au niveau des importations, ils les contrôlent, et ils en rejettent énormément. Mais tant biologique que conventionnel. Et potentiellement, en biologique, c'est plus sensible à ce genre de choses. Justement, si c'est nouveau, on n'a aucune donnée. C'est un truc qu'on découvre maintenant. Voilà, donc on peut très bien avoir fait des erreurs depuis des années et qu'on le découvre maintenant. Donc si ça se trouve, il y a un danger. Si ça se trouve, il y a un danger. Je pense qu'il est important d'en prendre conscience et d'essayer de l'investiguer plus en détail. Non, je n'ai pas de données pour la Suisse, pour le climat suisse, pour les plantes qui sont utilisées, qui sont en Suisse. Mais il y a potentiellement un problème. Et pendant très longtemps, le focus de l'attention publique était à juste terme, sur les pesticides. Est-ce que ces pesticides sont plus mauvais pour la santé ou est-ce que c'est dangereux? Et l'attention n'a pas été portée sur quelque part des composés toxiques qui étaient déjà là depuis toujours. Et maintenant, on commence à se rendre compte, peut-être que ça pourrait poser un problème aussi. Mais je ne pense pas qu'il y ait un besoin urgent d'arrêter de manger. Ça pose d'autres problèmes, ça. Voilà. Il y a d'autres questions? Il est possible de faire pousser des champignons du compost. Que pensez-vous de cette allégation? Ça dépend de la température du compost. Et je crois que, je ne suis pas un spécialiste de compost, mais il me semble qu'il y a des... si c'est du compost qui a déjà été, en quelque sorte, qui a déjà subi ce processus de passage très chaud, je crois qu'il n'y a pas de problème à faire pousser les champignons dessus, mais je ne sais pas. Ok, plus de questions? Non? Ah. Bon, on va se boire une bière après. Puis, Je peux en profiter pour...
Oui, j'en profite pour dire un petit mot. J'ai complètement oublié de parler avant de la conférence de mercredi à Neuchâtel et le sujet de la conférence. Donc je me permets le temps que je réfléchisse à la question que je vais poser après. C'est une conférence d'Olivier Vuillemin, qui est entrepreneur neuchâtelois et le cofondateur d'un projet qui s'appelle Maroc Intégral au Maroc, donc un projet de permaculture où ils ont une ferme de démonstration. Ils sont en train d'installer une ferme de, je crois, 200 ou 250 hectares, en train de l'installer au Maroc pour régénérer le désert, et ils visent une commercialisation dans les environs. Et Olivier travaille aussi en Suisse dans les normes, donc il va parler sur comment est-ce qu'on peut gentiment commencer à mesurer, quantifier, qualifier l'impact bénéfique de la permaculture sur les écosystèmes pour commencer à pouvoir faire changer les choses autour de nous. Donc voilà. C'est mercredi prochain ? Ouais, mercredi soir, 18h30, tu es le bienvenu à Neuchâtel. Mais je crois que je suis par hasard à Neuchâtel justement mercredi prochain, donc du coup... à l'Université des Sciences, donc l'Unimile, qui est à côté de la gare. Je te donne un flyer. Je te pique ton email après pour t'en demander. J'ai juste encore, par rapport à l'expérience à Iéna, comment on peut savoir sur des si petites parcelles aussi que si, je veux dire que vu le réseau des champignons et tout ça, comment les parcelles sont pas contaminées l'une l'autre, mais qu'on peut, que les communautés bactériennes n'ont pas à voyager d'une parcelle à l'autre. C'est une super bonne question. Et en fait, c'est une très très bonne question et je ne sais pas comment ils l'ont résolu ça, parce que effectivement au niveau bactéries, elles ne bougent pas trop vite. Par contre au niveau champignons, ce serait effectivement tout à fait possible que ça pose problème. Ou même il y a des cas aussi où les insectes du sol, ou les animaux du sol qui étaient dans une parcelle très riche, qui débordent sur l'autre. Et je crois que pour ça ils ont beaucoup d'espace entre les parcelles aussi. Et tout le bord de la parcelle sert juste quelque part d'espace tampon. Mais c'est effectivement un problème. C'est difficile de garder les parcelles complètement en isolation. Oui, bien sûr. Si tu me passes ton email après, je t'envoie tout un gros tas de résultats. C'est une des plus grosses, c'est une des deux très très grandes expériences de biodiversité sur les grasslands, sur les prairies, qui a été fait. Il y en a une aux États-Unis et une à Iéna. Donc, c'est un bon moyen. Et puis, si tu veux, je te mets aussi en contact avec les gens qui travaillent directement dessus. Un aspect que... Oui, vas-y. Petite réflexion. On a marché sur la Lune, on a balancé des trucs sur Mars, mais on ne sait pas trop comment ça marche 10 cm sous nos pieds. Pensez que la recherche, elle en est où dans l'état des choses? On a un regain d'intérêt pour le sol, ou ça reste assez marginalisé par rapport aux recherches qui sont faites en ce moment? Non, c'est un sujet très important, surtout l'interaction avec les plantes. Tout cet aspect d'agriculture biologique, d'agriculture propre, c'est un des gros thèmes. Il y a beaucoup d'argent qui se libère là-dessus. Et en plus, maintenant, on a des nouvelles méthodes, ce progrès d'analyse, notamment d'ADN, d'analyse génétique, qui permettent en fait de découvrir des choses qui avant étaient inconnues complètement. Et du coup, d'avoir ça attire toute une autre communauté de scientifiques, et c'est vraiment un très très gros domaine sur ça. Et c'est une des grandes lignes directrices de l'Union européenne là, pour les prochains 10 ans. C'est vraiment un des aspects qu'il faut, cette agriculture durable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter. Je travaille beaucoup aussi avec des gens en Chine, et là, c'est le gouvernement en train de pomper des quantités d'argent incroyables, parce qu'ils ont besoin maintenant, ils se rendent compte à quel point tout le pays est pollué. Ils investissent énormément pour la biorémédiation, de la contamination des sols, et pour l'agriculture biologique. Donc c'est un moment très très intéressant, parce qu'ils ont vraiment, eux, cette contrainte très forte. Ils veulent faire du propre, mais ils ont besoin du rendement, ils ne peuvent pas abandonner le rendement. Oui, donc vu que vous parlez de rendement, vous avez beaucoup parlé de rendement, mais est-ce que vous parlez de rendement par hectare ou par personne? C'est complètement différent. Un céréalier américain, c'est un rendement par personne génial, parce que tout seul, il fait des centaines d'hectares. Ouais. Mais
à la surface, le rendement il est nul. Donc il Pour moi, faudrait peut-être l'important, préciser. C'est tous les rendements par hectare, parce que la personne, le nombre de personnes qui s'occupent de leur champ, c'est un des aspects qui dépend du degré de mécanisation. L'important, c'est le facteur le plus limitant qu'on a au niveau global, c'est la quantité de champs, la surface disponible. Donc pour moi, c'est ce rendement par hectare qui est, pour moi, dans mon approche en tout cas, qui passe devant. Donc pour vous, il n'y a pas de gens disponibles, il n'y a que de la place disponible. Parce qu'on pourrait aussi dire, on peut revenir à une agriculture où il faut moins de place, mais où il faut plus de gens. Ce qui est plus traditionnel, mais aujourd'hui, on a un problème de surpopulation et de manque de place. Donc, voilà. Il faudrait plus de gens, mais maintenant, le problème, c'est que on pourrait engager des gens. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu un des drames qui se passe avec l'agriculture biologique. C'est que j'ai vu ça beaucoup en Allemagne. Ils n'ont pas le droit de labourer, ils n'ont pas le droit de désherber, de passer de produits chimiques, pas le droit de glyphosate. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils emploient des gens dans des conditions de misère, pour des conditions absolument atroces de travail et pour un salaire de misère, à désherber leurs champs à la main. Ça emploie des gens, hein, mais c'est pas des travails très respectueux de l'être humain. Donc je pense que c'est un des deals qu'il va falloir régler. C'est d'une part cet aspect, on veut un rendement par hectare qui est bon, parce qu'on n'a pas beaucoup de place. On veut pouvoir automatiser ça pour permettre une certaine valeur ajoutée qui permette à une personne de vivre dignement de son travail agricole. Et on veut ne pas dégueulasser l'environnement. Donc ça fait des buts qui sont un peu contradictoires et difficiles à gérer. On verra comment ça se développe. Ok, mais que pensez-vous de l'idée de si chaque citoyen, pour être citoyen, participait à la production de sa nourriture? Dans un ce qui ferait donc, plus de gens, enfin un rendement par personne. Je ne suis pas sûr que ce soit des compétences qui soient les plus utilement utilisées. C'est très joli, c'est très romantique, mais peut-être qu'on pourrait investir le temps des citoyens. J'aime beaucoup l'idée d'un service citoyen, mais on pourrait l'utiliser à des choses qui ont une valeur sociale plus ajoutée, parce que c'est quelque chose qu'on fait très bien, une agriculture mécanisée. Je pense que l'énergie qu'on investit, le temps de travail, pourrait être investi d'autres façons dans la société. Peut-être d'une façon plus efficace, que ce soit sur l'agriculture ou sur des choses sociales. Mais je ne pense pas que de faire de la rééducation par le travail généralisé soit quelque chose qui... Enfin, d'envoyer tout le monde au champ, c'est méchant. D'envoyer tout le monde au champ soit quelque chose qui apporte sur le long terme la plus grande plus-value. D'accord, merci. Peut-être on peut vous proposer de continuer la discussion d'une façon moins formelle, sans les micros, sans la caméra. Et puis autour d'un verre un peu plus loin, à Zelig par hasard. Parfait. Ah, une dernière. C'est pas une question, je rappelle juste qu'il y a la liste pour les emails. Si vous voulez inscrire vos emails, être tenu au courant des prochains événements. Et si on a des bons retours, que ça marche bien, on essaiera d'organiser un deuxième cycle au semestre d'automne, peut-être. Merci beaucoup.